Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on met la lumière sur un talent local, Zach, humoriste. On va parler de son parcours, de ses débuts, de son rapport à la scène, du monde de l'humour. Et merci Zach d'être avec nous. Merci, ça fait plaisir. Franchement, je suis grave content. Bienvenue à toi. Franchement, ça fait plaisir. Même si le podcast il existe depuis 3 ans et vous voulez m'inviter, mais c'est pas très grave, ça. Il faut un début à tout, Zach. Non, merci, ça fait Zach, plaisir. est-ce que tu peux te présenter, mais une petite consigne? La présentation se fait jusqu'à la découverte de ton talent dans le monde artistique. J'ai grandi à Villeneuve. Ouais. Je suis né à la Caravelle, au D13, au 3e étage, porte 32. T'es né là-bas? Je suis né là-bas, dedans, dans la salle de bain de la baignoire. Non, ouais, je suis né à Saint-Denis. D'accord. Mais j'ai fait toutes mes classes à Villeneuve, à la Caravelle, j'ai grandi avec toi. Ouais. En vrai, on joue au foot ensemble, au terrain rouge. Et voilà, j'étais au collège Georges Pompidou. Après, je suis allé dans un autre lycée à Courbevoie. Après, j'ai été à l'université. Et ensuite, je me suis lancé dans le monde du travail. Je suis devenu ingénieur commercial. Donc, assez vite, je suis devenu cadre dans les nouvelles technologies. La fac, c'était dans quel domaine? C'était dans l'histoire. Histoire. Ouais, ça m'a passionné parce qu'à un moment, je voulais devenir journaliste. J'ai voulu devenir plein de trucs en même temps. Donc, je voulais devenir journaliste, donc j'ai fait de l'histoire. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Okay. Et après, j'ai été donc dans le monde du travail. Et très vite dans l'informatique, en fait. Donc, je vendais des projets de transformation digitale, du cloud, du stockage, etc. pour les entreprises. Et voilà. Et après, j'ai fait aussi un peu d'événementiel. J'ai acquis une salle de réception. Acquérir, on dit? Ouais, acquis. Acquis. Je sais plus. Ce que tu veux. On dit les deux. Ouais. Donc, j'ai acquis une salle de réception mariage pendant 5 ans, je crois. 4 ans. Mais je sais pas si je peux le dire, ça. Parce qu'il n'y a pas tout qui était déclaré. Mais bon, ça fait longtemps. Il y a prescription. C'est bon. Il y a largement prescription. Donc voilà, après, je me suis lancé dans le stand-up. Donc, tu organisais quel type d'événements? Des mariages. Que des mariages? Ouais, enfin, après, il y avait d'autres événements, mais essentiellement des mariages. Donc, tu offrais le pas complet? Tout, ouais. Salle, traiteur, il y avait décoration, tout. GAFA. Tout, ouais, on met tout, frère. Tout ce qu'on peut prendre, on prend, tu vois. Et ça va, c'est un bon marché? Franchement, quand tu déclares pas, c'est un excellent marché. Ça paye en liquide? Ça paye en cash money. D'accord. Mais bon, j'espère que ce sera pas diffusé de fou, quoi. Mais ouais, ma question par rapport à ça, tu as des bonnes anecdotes peut-être dans le domaine de... Ouais, parce que c'est un sacré... Après, j'ai des anecdotes particulières. J'en ai trop, en fait. Juste pour délirer. Particulier. J'ai un mec une fois, c'était incroyable. En fait, il sortait de 10 ans de prison. Ouais. D'accord. Et il a voulu se marier juste après sa sortie de prison. Mais je crois qu'il n'était pas trop réinséré. Parce que pendant le mariage, il a mis une patate à la sorte de la mariée. D'accord. Et donc le mariage s'est mal terminé. Et je lui dis pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai parlé avec lui après. Il m'a dit parce que j'ai mis des micros dans la voiture de ma femme et sa sœur parlait sur moi. D'accord. J'ai dit, et dès qu'il a réglé ses comptes, chez toi. Il y a eu trop d'histoires comme ça. C'était magnifique. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu des gens qui ont annulé leur mariage une semaine avant. Pareil pour des histoires entre eux. Enfin. Et ça se passe comment? Tu rends la caution à ce moment-là ou tu la gardes? En vrai, c'est délicat. Je te jure, c'est délicat. Tu essayes de pas la rendre. Mais à l'époque, j'étais jeune. Mais je rendais des fois. J'étais gentil. Moi, je suis trop gentil. Une partie de la caution. Ouais. J'étais trop gentil, en fait. D'accord. La spécialité, c'était quoi? Mariage oriental, alors? Ouais, les Arabes. Les Arabes. Il n'y avait que ça. C'était beaucoup. En plus, c'était vers Trappes. C'était dans 78 vers Trappes. Donc, il y a les Arabes et il y a les Arabes de Trappes. Il faut le savoir. Hein. Je fais pas injure à la communauté de Trappes. Ouais. Mais vraiment, quelle est la différence entre un arabe? Ils n'ont pas encore eu le Covid, par exemple, si tu veux savoir. Il y a un décalage de temporalité. Tu vois ce que je veux dire? Non, je les aime de tout mon cœur. Hein. Mais voilà, c'est spécial. Bon, bah, ça va être spécial cette interview parce que je vais essayer de garder mon sérieux. Ah, il n'y a pas de problème. Je vais péter de rire à chaque fois. Bah écoute, on va peut-être parler du collège Georges Pompidou. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, des années folles. Ouais. Wow, c'était dingue. T'étais Pompidou toi aussi? Ouais, exactement. T'avais qui comment ça s'appelait là? T'as eu Seguin? Bien sûr. Ah ouais. Seguin, c'était... Il m'a appris la science. Ouais.
Et quoi d'autre? Et la nature. La faune et la flore. Ouais, aussi, ouais. Non, ce gars, c'était spécial. La légende dit qu'elle a 145 ans. Il marche encore à l'île Saint-Denis. Ouais, je l'ai pris en photo une fois. Ah ouais, c'est vraiment spécial. Bah, tu l'as eu aussi alors? Ouais, je l'ai eu. Ouais, c'était fou. En fait, c'était particulier à Pompidou, c'est qu'on se retrouvait tous au même endroit. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un collège où c'était la continuité du quartier. C'est vrai ou pas? Ouais. T'as le quartier et la cour du quartier, ouais, c'était le collège en fait. Collège. Et en fait, tu te rends compte que c'est très difficile de couper avec le quartier quand au collège, t'as tout le quartier. Et c'est vrai qu'on avait un sentiment de domination. C'est vrai, mais ils venaient de là, parce que le quartier nous appartenait. Ouais. Donc pourquoi dans la continuité t'as les mêmes personnes, tu vois? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a eu du mal aussi à gérer l'autorité. Ouais. C'est qu'on passait d'un endroit où il n'y avait pas d'autorité, puisque tu te rappelles à l'époque de Caravelle, c'était fermé. Même la police, elle rentrait pas. C'est vrai. Avant d'être décloisonné, c'est exactement. Ça veut dire qu'il y avait un sentiment de, on est chez nous et en plus ça intéressait personne. Donc personne venait chez nous. Tu vois? Et donc on arrivait au collège, je me disais mais pourquoi d'un coup il me dit tais-toi ou tais-toi quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'était pas possible. Donc voilà. Mais Seguin, il a fait toutes les générations. Ouais. J'ai 40 ans, il a connu les gens de 50 ans, 55 ans, ouais. Je sais pas 60 ans, mais en tout cas c'est notre Highlander. Ah ouais, lui c'est la légende dit qu'il a fait cours à lui-même. Hein. C'est un truc. Non, lui c'est vraiment il est là avant la création du collège, il était là. Il a posé la première pierre, c'est sûr. Ah ouais, non, ce gars, c'est spécial. Une anecdote par rapport au collège? Au collège, une anecdote... Parce que tu avais une sacrée équipe à cette époque-là. Comment ça, j'avais une sacrée équipe? Tous tes potes, terrain vert, terrain de basket. Ouais. J'ai une anecdote. T'es un gars populaire. Moi? Non, j'étais pas un gars populaire au collège. Non, pas du tout. Était... Non, il y avait des mecs bien plus populaires que moi. Très, très propre. Hein? Très bien habillé, très propre. Non, arrête tes bêtises. T'es des clochards que tu me racontes. Non, moi, je me rappelle de l'époque. Mais on n'a pas d'anecdote positive, ça qui est relou, tu vois. Il n'y a pas d'anecdote positive. J'ai envie de te sortir une anecdote positive, genre, on a eu 18. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu ça. Après la troisième, tu passes au lycée. Ouais, après la troisième, tu vois. Mais on va dire que si on essaye de retirer quelque chose de positif, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est là en face de l'autre. Ouais. Tu vois. Et non, mais c'est vrai. Toi et moi, on s'est vu dans des contextes hyper différents. Ouais. Tu vois, si notre cerveau, il se souvenait de tout ce qu'on avait vécu ensemble, même les tensions, il y a eu plein de choses entre nous, tu vois. Et quand on était petits, des bêtes, tu vois. Donc il y a eu des bagarres, il y a eu plein de choses, tu vois. Et avoir cette capacité de résilience et de se dire qu'arrivé à un certain âge, tu arrives à avancer et à avancer sur certains projets et tout, bah, on va dire c'est ça le truc positif. Mais à cet âge-là, on était des petits cons. C'est Villeneuve, hein. Comment ça? Les relations un peu tendues, un peu frères, un peu ennemis. C'était le monde de DBZ dans notre tête. Totalement, c'était DBZ. Je sais pas si tu te rappelles, on se mettait en cercle pour les bagarres au terrain vert. Ouais, et on mettait un cercle et c'était un poulailler en fait. C'est incroyable. Ah ouais, fallait avoir du caractère. Ouais. Écoute, est-ce que tu peux faire un petit retour sur justement ton travail dans l'informatique? Ouais. Pas trop bien compris. Alors l'informatique, ça a été difficile pour moi. Parce que moi, je te voyais partir en costard. Ouais, tu me voyais ça? Ouais, bien sûr. Mais ça a été super difficile. Parce qu'en fait, si tu suis la logique de ce que je te disais sur le prolongement de... En fait, le quartier, c'est quelque chose dans lequel on évolue en vase clos. Ça veut dire qu'on grandit avec une certaine mentalité et on est peu confronté au monde extérieur. Moi, j'ai été confronté une première fois quand j'avais fait les cours Florent à Paris, où j'ai commencé à me dire, mais en fait, la vie, c'est pas le quartier, en fait. C'est totalement autre chose. Mais comme on a tout au quartier, tu manges au quartier, tu as des activités au quartier avec le phare, tu as les sorties, tu as tes potes, tu as le foot, tu as tout. Donc, en fait, tu grandis comme ça. Mais quand je te dis tu grandis, c'est-à-dire ta mentalité, elle se façonne de cette manière-là. Ce qui fait que je te dis la vérité, moi, quand je suis arrivé dans le monde du travail, j'avais genre 20... Je suis devenu cadre très vite. À l'âge de 21 ans, 22 ans, je suis devenu cadre. Et j'ai été propulsé dans un monde, et je ne pensais pas que j'allais être là-dedans, mais c'était un monde plus violent que le quartier. Ça m'a choqué. Un exemple? En fait, moi j'arrive
avec mon expérience de quartier et tout ça. Mais il y a un truc qu'il n'y a pas au quartier, c'est que s'il y a une embrouille, elle va se régler en face à face. Ça va être douloureux, on va y laisser des plumes, ça va être compliqué. Mais même s'il y a quelqu'un qui a parlé sur quelqu'un d'autre, à un moment donné, il va y avoir une conclusion. Bah, dans le monde du travail, il n'y a pas ça. Les codes sont différents. Ils sont totalement différents. Donc moi, je suis propulsé dans cette jungle-là où les codes sont totalement différents. C'est-à-dire que moi, dès que je pensais quelque chose, je le disais. Mais il ne faut pas faire ça. Parce que dans le monde du travail, c'est de l'hypocrisie totale. Quand quelqu'un pense quelque chose de toi, il doit le dire à quelqu'un d'autre, qui lui va le dire à quelqu'un d'autre, qui lui va le dire à... C'est la chaîne là, des SMS. Celui qui la brise, il a 7 ans de malheur. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je ne le savais pas. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à ça. Parce que j'y allais en frontal avec les gens. Parce qu'on a grandi comme ça. On a grandi avec ce côté frontal, avec ce côté on dit les choses. Et avec le temps, tu apprends à changer. Avec le temps ou avec les expériences? Avec l'expérience, avec l'expérience conflictuelle, forcément. Et quand t'as Mireille de la compta, 4 fois, elle te dit oh, et au bout d'un moment, il arrête pas de me parler mal, monsieur Mégouane, là, tu vois, t'es obligé de reprendre sur toi et de comprendre et d'évoluer comme ça, tu vois. Mais au début, ça a été très, très dur. Surtout que comme moi, je suis devenu cadre très vite, j'ai été confronté à des gens qui ont fait beaucoup d'études pour devenir cadre. Moi, je les ai pas faites, ces études. Ce qui fait qu'il y avait aussi de la jalousie. Et en plus de ça, j'étais un arabe. Donc évolution interne? Évolution interne, ouais, on peut dire ça, ouais. Évolution interne. Tu peux tous les postes et boum, t'as été propulsé. Ouais, je suis devenu ingénieur commercial, en fait, dans ce domaine-là. Et c'est de là où j'ai commencé à me rendre compte que le monde, il n'a rien à voir avec comment on a grandi, en fait. Et comment t'as fait alors? T'as été... Tu t'adaptes. Ouais. Tu t'adaptes. Tu vois. Après, il y a ceux qui s'adaptent trop. Voilà. Ceux qui n'y arrivent pas. Ouais, ça, c'est pas facile. Ouais. Tu les vois, ceux-là. Ceux qui s'adaptent trop. Mais sous le costard, t'avais le maillot de Marseille ou bien sous le costard, t'avais un débardeur Non, j'avais le maillot de Raja, frère. Non, mais t'essayes de rester toi-même parce que c'est viscéral en toi, dans le sens où, en fait, à partir du moment où t'as pas de complexe avec ce que t'as été, c'est pas un problème de t'adapter en gardant ce que t'as été. Mais si quelque part, t'as jamais assumé avoir grandi dans un endroit ou avoir été celui que t'étais, si en réalité ça t'a fait du mal d'avoir été cette personne-là et il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées, bah, tu vas vouloir fuir cette partie de toi, tu vois. Donc ça se peut qu'après, oui, tu peux même devenir une autre personne. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai toujours été fier de venir de la Caravelle, j'ai toujours été fier de celui que j'étais, donc ça m'a pas posé de problème. Par contre, l'adaptation, elle a mis un petit peu plus de temps. Parce qu'il y a des choses qu'on m'a demandé de renier et que je voulais pas parce que c'était en moi. Mais au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que c'est pas un mal non plus, tu vois. Est-ce que tu as dû faire face à certaines discriminations ou certains mots? J'ai dû faire face à certaines discriminations. Blessé, choqué, ouais, elles m'ont blessé et choqué. Mais à la finale, c'est tellement subtil. Parce que je te dis, rien ne se fait en frontal. Donc tu sais même pas si c'est du racisme clair ou si c'est juste parce que ils sont jaloux, parce que tu es jeune et que tu es un cadre, voilà, tu vois, et qu'ils n'ont pas l'habitude de ta manière de parler, de ta manière de t'exprimer, de dire les choses en direct, etc. Tu vois, parce que j'étais comme j'étais, mais en parallèle, je travaillais très bien. Je me défonçais pour la boîte. J'allais chercher les chiffres et tout. Et donc, c'est ce qui faisait aussi, entre guillemets, ma réussite. Donc, il y avait ce truc-là. Mais oui, j'ai forcément dû avoir eu affaire à certaines expériences pas très agréables à vivre. Mais on va pas se plaindre. Ouais, ça n'a jamais été frontal. Non, ça n'a jamais été frontal. Et je te dis franchement, même si dans le stand-up, c'est limite plus difficile d'un point de vue discrimination, racisme que dans le monde du travail. Ouais. Selon moi, selon mon expérience. Tout ce qui est culture et compagnie, il y a encore des... Comment ça, culture? Le monde artistique, s'il est plus violent, c'est plus difficile d'évoluer. C'est plus difficile, ouais. C'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que le stand-up, c'est une vitrine pour la France. Tu exposes l'image de la France. Donc, exposer l'image de la France, elle ne se fait pas à n'importe quel prix. Donc, on va exposer une certaine image de la France. Donc, s'il y a trop d'une certaine couleur, on se dit, c'est pas forcément la vitrine qu'on veut. Donc, on va rééquilibrer en poussant une autre couleur. Au détriment, mais c'est implicite. C'est pas des choses qui se voient. Ça va se faire dans la sélection, dans la production, dans la mise en avant. Tu comprends? C'est des choses qui ne se verront pas.
Justement, tes premières fois sur scène, où je parlais de Florent, comment ça s'est... Vous parlez de tes premières fois. Comment ça s'est passé justement parce que je me rappelle à une certaine époque, tu étais aussi comédien. Tu te lançais aussi dans le monde du théâtre. Ouais, j'étais jeune, ça, j'ai fait les cours Florent. Non, comédien, j'ai pas vraiment fait. Enfin, j'ai fait un peu, j'avais une troupe de théâtre à l'époque, on jouait un peu avec Mohamed, etc. Mais ça, j'ai pas été plus loin là-dessus. Non, ce que je voulais faire, ça a réellement été le stand-up. Mais j'ai commencé sur le tard. Parce que comme j'avais mes expériences professionnelles dans le monde de l'entrepreneuriat avec les événements et dans l'informatique, j'ai jamais fait. Mais à un moment, j'ai tout arrêté. Comment t'arrivais à additionner toutes ces vies-là? Cadre, l'événementiel. J'ai arrêté à un moment cadre. Non, cours Florent, je l'ai fait beaucoup plus jeune. J'étais au lycée. Tu vois. D'accord. Et vraiment, quand je travaillais dans le monde de l'entreprise, à un moment j'avais la salle, mais après j'ai arrêté pour me consacrer à la salle. Et une fois que j'ai revendu la salle, je suis revenu dans le monde de l'entreprise. Quelques années. Et ensuite, j'ai tout arrêté pour me lancer dans le stand-up. Tu vois. Ta première fois sur scène. Ouais, ma première vraie fois. Ma première vraie fois. Ouais, ma première vraie fois, c'est celle où j'ai voulu arrêter. C'est pas la première fois. Ouais, en fait, je t'explique. Le stand-up, au départ, quand tu commences, c'est tellement difficile que pour avoir des scènes, ça prend du temps. Tu vois. Et c'est un cercle vicieux au départ. Toi, tu arrives avec ton réseau zéro. Il n'y a pas de réseau. Je commençais au bas fond de chez bas fond. Je connaissais personne pour te parrainer. Rien. Je connaissais rien ni personne. J'avais 0 follower. J'avais rien. J'avais 33 ans, je crois. En plus, je commence tard, je commence avec des petits, ils ont 18 ans, 19 ans. Donc ton ego, il en prend un sacré coup. Tu vois. Et en plus, au début, t'es pas bon. T'es pas bon. Peu importe qui t'es, au début, t'es pas bon. T'as pas l'habitude de jouer devant le public. C'est compliqué. Et t'as pas beaucoup de scènes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu joues pas beaucoup. Et à chaque fois que tu joues, t'es pas bon. Il y a un mec marrant dans la vie de tous les jours. Et nécessairement marrant sur scène? Non. Ah non, c'est absolument d'autres codes. Rien à voir. D'autres codes, d'autres techniques. Ça m'est arrivé, ça. Il y a un mec, une fois sur scène, dans le public, et il y a un mec qui parlait de son pote. Il dit, il est super marrant, lui, dans la vie. Je dis, vas-y, monte. Il me dit, ah ouais, vas-y, il est monté. Mais 20 secondes après, il est redescendu. Ouais. Parce que c'est le sens du rythme, il y a de la musicalité, il faut savoir attraper le public, parce qu'il y a plein de codes, il y a plein de manières de faire, il y a plein de... Tu vois. Et quand tu es avec des amis, c'est pas la même pression. Tu sais, quand tu parles pas, sur scène, quand tu parles pas, il y a personne qui parle. T'imagines le bruit du silence? C'est atroce. Quand tu es avec tes potes, si tu parles pas, il y en a d'autres qui parleront. Et toi, tu vas mettre la bonne blague au bon moment. Vas-y, c'est bon. Tu vois? C'est pas le même exercice de style. Et il y en a plein qui sont vraiment pas drôles. Et sur scène, c'est des monstres. Tu vois? Le premier, c'est Paul Mirabel. Ouais. Tu vois? Sans lui faire injure. Hein. Non. Mais côtoie-le, tu verras. Il a un talent incroyable et tout. Mais bon, il y en a plein comme ça. Il y en a énormément. C'est un travail. Une fois qu'ils sont sur scène, ils ont bossé. Ouais. Ils ont énormément travaillé, tu vois. Justement, on va parler de ça, de ce que c'est travailler un spectacle. Ouais. Donc, on revient sur ta première fois, c'était son. Ouais, je te disais. Ouais, dans le sens où ça n'a pas été ma réelle première fois. C'était où? C'était, en fait, l'anecdote que je veux te raconter, c'est en fait dans un petit comédie club qui s'appelle le Wishing Light, un truc comme ça. C'est à Bastille. Et en fait, moi, je me suis lancé en 2020, je crois, un truc comme ça. Ouais, au moment du Covid. Ouais, un truc comme ça, en 2020. Et j'arrivais pas à avoir des scènes, c'était compliqué, etc. Et à chaque fois que je jouais, je bidais, frère. Je bidais, mais quand je te dis je bidais, c'était violent. Et je me disais, mais moi, je savais que j'étais drôle, tu vois. Mais moi, je me mettais beaucoup de pression. Je pensais plus à l'enjeu qu'au jeu. Je m'amusais pas, en fait. Je n'étais pas détendu, je n'étais pas relâché. Ce qui fait que sur scène, ça passait pas. Pression, main moite, t'es là, tu bugs sur tes mots, tu parles, c'était pas bien, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, j'arrête. J'ai 33 piges, j'ai 2 enfants, si je vais aller me prendre la tête à... Tu sais, des fois, tu vas jouer, il est 21h, tu es dans ta trottinette, il pleut, tu tombes, tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous, tu vois. C'est très compliqué, tu vois. Même pour l'ego, pour le mental, c'est difficile. Et en plus, tu fais des scènes, il y a 4 personnes. Tu es là, tu te dis, mais vas-y, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et donc un jour, j'arrête. Je me rappelle, c'était février 2020. C'était janvier 2020, j'ai commencé. Février 2021, j'arrête. J'avais juste accepté une dernière scène parce que c'était tellement dur d'avoir une scène. J'ai dit, vas-y, je tiens ma parole. Mais je l'ai faite en mode, c'est ma dernière scène. Donc très, très détendu et très, très relâché.
Et ça a très bien marché. Mais genre, j'ai cartonné, tu vois. Et là, ça m'a redonné un goût. Et je me suis dit, bah en fait, c'est comme ça que je dois être. Ça a été un point de bascule pour toi? Ça a été ouais, on peut dire un point de bascule, tu vois. Ça a été un truc comme ça dans le sens où je me suis dit, bah, en fait, j'ai compris comment je fonctionne. Moi, je marche pas à la pression. Je marche à l'inverse de la pression. Plus je suis détendu, plus ça va bien se passer. Plus tu mets la pression, plus ça va être compliqué. Parce que j'ai du mal avec les enjeux, moi. Ouais. Tu vois, moi, il faut que ce soit cool, fluide. C'est bon, ne me stresse pas. Tu vois. Ouais, c'est des images de toi au foot, ouais. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça te caractérise assez bien. Ouais. Moi, je sais m'exprimer, mais faut pas me dire, t'as fait de la merde! Je le sais, en fait, je l'ai faite. Tu tombes encore plus. donc, ouais, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et de là, je me suis mis à travailler à mort. Et j'ai intégré les comédie clubs. Et j'ai commencé à bosser. Je suis devenu auteur aussi pour certains artistes. J'ai commencé à faire de la radio aussi. Je me suis développé comme ça, voilà. Et bah, hormis ce moment-là, il y a un moment bien précis où tu t'es dit, ouais, je reste. Bah, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr, je reste. C'est sûr, après, il y a eu des scènes qui ont été super dures où tu te dis, vas-y, c'est un métier de fou, parce que c'est un métier de fou. Hein. Ouais. C'est un métier de fou, t'as pas idée. C'est un métier vraiment où il y a beaucoup de remises en question. Moi, j'en ai jamais autant appris sur moi-même que pendant ce métier. Tu te découvres en fait. C'est tellement difficile, t'es tellement seul avec toi-même. Des fois, tu sors, t'as fait des scènes, tu prends 2 euros. Justement, avec tout ce questionnement, etc., t'es accompagné? C'est quoi? Non. T'es soutenu? Non, t'es seul. Par qui? T'es seul. Qui t'accompagne? Non, mais souvent, on a toujours un ami, un manager, etc. T'as des amis, ouais. Mais il n'y a personne qui sait ce que tu ressens. Il y a personne, tant que la personne ne l'a pas vécu. En fait, il y a les autres humoristes. T'as des autres humoristes avec qui t'es proche, eux, ils savent de quoi on parle. Parce que quand tu fais des 3 heures de route pour jouer, pour gagner Peanuts, t'es là, tu rentres chez toi, t'es fatigué, tu vois tes enfants. C'est une vraie trime, tu vois ce que je veux dire? C'est très dur. Mais pourquoi tout ça alors? Ouais, c'est une bonne question. T'as raison, allez, j'arrête. non, mais ça, c'est parti. Ça, c'est parti de Pompidou. J'ai ressenti. Ça, c'est parti de Pompidou. Ouais. Je te jure. Vas-y, explique. C'est parti de Pompidou. En fait, au collège, j'aimais beaucoup. C'est un peu comme tout le monde, mais j'aimais vraiment beaucoup faire rire les gens. C'était vraiment. En fait, je me sentais valorisé avec ça. Comme les gens ils disaient que j'étais drôle. Tu vois le cercle vertueux. C'est comme ça que tu prends confiance en toi. Les gens ils disent que tu es quelqu'un de bien, et ben toi tu vas faire en sorte de faire des choses bien. Et tu vas continuer à développer cette partie-là, tu vois. Tu vas le nourrir. Plus on dit ah c'est bien, ok bah je vais le faire encore. Plus on dit c'est pas bien, tu dis bah, je vais faire encore pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la confiance en réalité. On valorise. Et donc bon, t'as dit quoi? C'est l'effet Pygmalion. L'effet quoi? Pygmalion, c'est quand de dire à un enfant t'es un voleur, il va se mettre à voler, t'es un méchant, il va se mettre à être méchant. Alors que si on positif, etc., les comportements, il va exceller plus. Ah d'accord, je connaissais pas du tout. Et ben moi, à Pompidou, on m'a beaucoup dit que j'étais drôle. Vraiment, je faisais des bonnes vannes et tout, tu vois. Après, je reprenais des vannes de Gad et tout, tu vois, mais j'ai des bonnes vannes. Et de là, je me disais, c'est ça que je veux faire. J'étais sûr que je voulais le faire. Je savais pas quand est-ce que j'allais le faire, mais j'étais sûr que j'allais le faire. D'accord. Tu vois? Je pensais que c'était une maladie qui t'avait... J'avais développé? Ouais, qui t'avait développé à 30 ans. Non. Non, moi, c'est depuis Pompidou. Mais depuis toujours, on a toujours dit, Zach, c'est un ouf. Ouais, on m'a qualifié de ouf, c'est vrai. Mais... C'est un ouf. Ouais, c'est vrai. Et t'as eu, toi, monsieur Benjamin? Prof d'anglais? Non, j'ai eu monsieur Brunet. Ah, ok. Bah, monsieur Benjamin, je me rappelle très bien. Monsieur Benjamin, j'étais en 5e. J'étais en 4e, je crois. 4e. Et il m'a dit plus tard, je foutais le zbeul un peu dans sa classe, il m'a dit plus tard, je viendrai te voir sur scène et je te jetterai des roses. Mais en attendant, t'es viré de cours. Moi, je me dis ça. Et il est venu. Mais non. Ouais, il est venu. Il est venu, il a acheté des roses. Incroyable. Je te jure. Monsieur Benjamin, ouais, il est venu. Wow. Je te jure, il m'avait envoyé un mail. Un jour, il m'a dit, ouais, j'ai vu que tu passais sur scène et tout, je viendrai. Il est venu. Et à la fin, il avait 2-3 roses, il les a achetées. Il a tenu parole. Magnifique. Sacrée anecdote. Ouais. Comme quoi. Mais il t'a viré quand même. Il m'a viré quand même. Après, c'était trop tard. Mais j'avais ramené mon cahier de correspondance pour qu'il enlève. Mais... Une petite anecdote autour des bides. Des bides? Ouais.
Waouh. Autour Tout des... bon artiste qui se respecte est censé connaître ce sentiment-là. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui, le beat... Intersidéral. Ah oui, oui, il y a eu des beats Un en particulier. des beats où j'ai Où une encore... vanne n'est pas passée. où j'ai laissé mon âme sur scène et en rentrant, mon âme continue à tourner sur la scène. Alors ouais, j'ai eu des beats, je me souviens pas particulièrement des beats, mais j'ai eu un moment de malaise. Si tu veux que je te raconte un moment de malaise, j'étais dans un comedy club en Belgique et je fais une interaction. Je parle avec un mec qui est avec une meuf, ils sont en couple. Et quand je lui parle, il me répond pas. Et donc je repose la question. Il me dit, eh, frérot, je suis pas venu pour te répondre, fais tes blagues. Sec. C'est cassant, là, c'est... Là, tu te dis, mais attends, je fais quoi? Comment continuer après ça? Ouais, là, parce qu'en fait, le problème, c'est que lui, il glace la salle. Tu vois ce que je veux dire? Il te glace aussitôt. Il me glace aussi moi, il glace la salle. Tu te dis, mais attends, frère, tu viens voir un spectacle, tu parles comme ça à la personne. Et donc, moi, je suis là, je suis un peu mal à l'aise. Je dis, mais comment ça Je dis, ah ouais? T'essayes de. Ah ouais, t'es pas vu? Ah ouais. Et j'essaie de rattraper un truc. Je fais quoi? Je parle au public. Je dis, hey, par applaudissement, qui veut que je lui parle? Je sais pas pourquoi je dis ça. Tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit, donc je suis obligé de lui parler, tu vois. Et je dis, mais là, t'as vu? T'as vu? Tout le monde veut que tu te parles. Il me dit, hey, je suis pas venu pour ça, frérot. Fais tes blagues. Ouais. Et là, la deuxième fois, j'ai dit, hey, il est pas venu pour ça, ok? Alors, je vais faire mes blagues. Tu vois. Et là, après, tu essaies de bricoler une ou deux vannes et après, tu passes à autre chose. Mais c'était un moment de malaise. C'était un moment de malaise fort. Et j'en ai eu d'autres, mais là, c'est vrai que j'en ai pas là dans la tête parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais j'en ai eu d'autres, c'est sûr. Donc tu réagis comment par rapport à ça? Impro. Impro. T'es obligé de retomber sur tes pieds. Bah ouais, sinon tu tues le moment. Tu tues le moment. T'es là. Non, non, t'es obligé de rebondir. T'es plutôt quel style d'artiste? Impro ou écrit? Ou un peu des deux? Mais moi, j'aime bien l'écriture. D'accord. Ouais, j'aime bien l'écriture, la bonne écriture, j'aime bien. Après, une bonne impro bien faite, je suis fan aussi. J'aime bien les deux, en fait. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Dans le stand-up, Ouais, aujourd'hui, ou ce qui m'a inspiré? Dans ton écriture, comment tu réagis face à l'idée? Tu l'écris, tu la notes, tu la gardes en tête? Tu dis, ah, c'est bon, ça, je vais développer. Ouais. Parle autour de toi, c'est quoi le process? Le process, non, j'en parle pas beaucoup autour de moi. Le process, c'est d'essayer d'aller très vite sur scène. Donc j'ai une idée, ouais, la tester, je bricole, j'essaie d'écrire autour de l'idée. J'essaie d'avoir un angle pertinent, intéressant quand je parle d'un sujet, pour pas faire juste 2-3 blagues sur le sujet, essayer d'apporter quelque chose aux gens et le travailler au fur et à mesure des scènes, tu vois. Après, les artistes qui m'inspirent, il n'y a pas d'artiste à proprement parler qui m'inspire aujourd'hui. J'en ai eu dans le passé, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu Gad, j'ai eu Dieudonné, j'ai eu, on va dire essentiellement ces deux personnes-là. Elles m'ont vraiment inspiré. Après, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour certains artistes. Tu vois, un mec comme Roman Frécinet, je trouve qu'il écrit admirablement bien. Pareil pour Haroun, je trouve que c'est un mec qui a vraiment le sens du verbe et quand il parle, c'est hyper intelligent et je suis fan de ça. Après, il y a des mecs que je trouve incroyablement drôles. C'est un mec comme Mustapha El Atrassi, par exemple, je le trouve super marrant. Il sait raconter une histoire. Justement, par rapport à Mustapha El Atrassi, est-ce que toi, tu as des sujets, des façons de parler qui te sont interdites? Par rapport à lui, comment lui il parle. Bah oui, parce que lui, il ouais, ouais. Frein, Ouais, lui, il est en moins de 18 ans en permanence. Ouais, lui, il est... Non, ouais, moi, j'essaye de faire attention. Ouais. J'essaie de faire attention, mais en même temps, c'est pas facile. Parce qu'on te dit que sur scène, pour être le meilleur, entre guillemets, il faut être libéré. Il faut être libre, il ne faut pas avoir de frein, il ne faut pas avoir de plafond, il ne faut pas avoir de contraintes, il faut y aller. Tu vois, à la fois, tu as ça, et à la fois, tu te dis, mais j'ai pas envie, en fait. Je trouve pas ça joli, tu vois, d'aller sur scène et mal parler aux gens. Tu vois, c'est pas ma DA, tu vois. J'aime pas ça, je me sens pas bien quand je fais ça. Donc j'essaye d'éviter de le faire, j'essaie de rester propre et en même temps de rester dans mon truc. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas explosé le plafond. C'est peut-être parce que je me limite trop sur plein de points. Je sais pas, tu vois. Mais je préfère faire ma petite carrière, faire mon petit truc. J'ai mes projets, j'ai mes trucs, mais au moins, je suis hyper fier de ce que je fais plutôt que de faire un truc dans lequel j'ai insulté la mère de tout le monde. Et franchement, c'est un peu une tendance en ce moment, c'est de questionner le public, de le charrier un petit peu, de le rentrer dedans. Ça fait rire les autres, pas ouais. nécessairement celui qui se fait vanner. Ouais, c'est ça.
c'est mieux de rigoler avec la personne plutôt que de rigoler de la personne. Je trouve que c'est plus classe, quoi, tu vois. D'accord. Mais comment tu le décrirais alors, ton humour? Moi? Ouais. C'est délicat, ça. Comment je décrirais mon humour? Je sais pas, drôle. C'est important. Je sais pas, tu vois. Mais ouais, c'est un humour où j'essaie d'être un petit peu conscient. Ouais, un petit peu conscient, ouais. Non, mais après, quand je dis ça, il y a un peu le côté finesse, bourrin, tu vois, les trucs qui s'opposent. Ouais, mais c'est plus facile que les autres te décrivent que toi, tu te décrives. Ouais. Tu vois. C'est limite même, je trouve, présomptueux de dire moi, je suis comme ça, tu vois. C'est un peu chelou, tu sais, tu parles de moi, genre, moi, je suis plutôt fin. Voilà, ouais, je frère. T'es qui, toi? Tu vois. Donc, je préfère, s'il y a des gens qui veulent parler de moi, mieux vaut que eux critiquent mon travail plutôt que moi, je le décrive. Parce que, en vrai, je sais même pas, moi, je suis juste moi, j'essaie d'écrire, j'essaie d'être marrant et en même temps d'essayer d'être un tout petit peu intelligent ou conscient dans ce que j'amène. Parce que je me suis toujours dit que si je montais sur scène, c'était pour apporter des choses aux gens, pas juste de la blague. Alors c'est vrai que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, c'est le divertissement pur, entre guillemets, tu vois. C'est ce qui marche très très bien. Aujourd'hui, tu fais une grosse blague, un gros sujet, et t'es pas forcément engagé, ça cartonnerait plus que le mec qui parle de politique ou qui va dire des choses qui peuvent cliver, tu vois. Mais c'est mon parti pris, voilà. Tu fais un petit peu des deux? Alors, parce que tu réagis à la politique, à l'actualité. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qui me plaît, moi, faire ça. Mais je fais un petit peu des deux. Je fais du divertissement pur par rapport à l'histoire qui m'est arrivée en Malaisie. C'est ça, ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, par rapport à ça, oui, ça, il n'y a pas de partie engagée. C'est un storytelling pur par rapport à une anecdote que j'ai vécue. Mais le reste du temps, quand j'écris, là, par exemple, je suis en train d'écrire sur les dossiers Epstein. Ouais. Tu vois. Parce que je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a tout le monde, en fait. Il y a 3 millions. Voilà, mais personne, même les médias, ils en parlent pas parce qu'il y a trop de pages en fait. Il y a personne qui veut se pencher là-dessus. Donc, et je suis en train d'écrire sur ce sujet, tu vois, parce que ça me passionne. Tu vas nous faire striker la page. Bah, c'est le but. D'accord. Et donc l'actualité aussi. Donc, tu prépares comment? C'est parce que je te vois, tu prends ton téléphone, tu réagis. Ouais. Alors ouais, je fais des vidéos face cam. Ouais. J'aime bien réagir sur l'actualité et je fais des vidéos également sur scène, tu vois. Donc, mais c'est plus difficile sur scène parce que il faut travailler plus longuement le sujet. Et l'actualité, des fois, elle passe tellement vite que quand tu le fais en face cam, bah, c'est plus rapide et tu peux le traiter et passer à autre chose, tu vois. Mais c'est pareil, quand tu vas le faire en face cam, ton écriture, elle sera moins pertinente. Tu vois. Et puis aujourd'hui, on est tous quelque part accrochés aux algorithmes. Donc il faut du contenu, il faut sortir, il faut faire. Mais le problème, c'est que plus tu fais, moins tu as de la qualité. C'est mathématique. Ouais. Donc c'est un parti pris aussi à choisir. Est-ce que tu veux faire beaucoup et faire l'impasse sur la qualité ou faire un peu moins et en disant voilà, je travaille uniquement sur de la qualité. Comment toi tu structures justement un spectacle? Tu as une date, tu l'as écrit comment? Mon spectacle? Ouais, ton spectacle. Mon spectacle, tu l'as vu? Ouais. Mon spectacle, il est rempli uniquement d'anecdotes aujourd'hui par rapport à une mésaventure que j'ai vécue. Une très belle mésaventure que j'ai vécue en Malaisie. Donc je suis allé en prison en Malaisie parce que je me suis embrouillé avec une meuf à l'aéroport, etc. Et en fait, je raconte toute cette expérience de vie qui a été l'expérience la plus difficile de ma vie. Et j'explique en fait comment ça s'est passé. Et j'explique comment quelqu'un de lambda, entre guillemets, peut... En fait, le point de bascule, c'est ce que je dis dans le point de bascule, c'est de te dire au bout d'un moment comment ça peut basculer à cause d'une phrase. Et en fait, le point de bascule, c'est une fois que tu as dit la phrase, c'est fini, quoi. Même le pardon, je me rappelle, le policier m'avait dit ça en plus. Il m'a dit, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est fini. Tu vas prendre les conséquences. Tu vas les vivre, tu vas les subir. Et ça, je trouve ça hyper injuste. Parce que moi, j'ai un rapport à la miséricorde qui est très forte, tu vois. Et je trouve ça vraiment injuste de se dire, parce que tu as dit ça, c'est fini. C'est fini. Tu vas goûter pendant longtemps et même, tu sais même pas si tu peux sortir. Moi, je suis sorti dans un concours de circonstances. Je risquais 2 ans. Donc ça a été vraiment et de se dire, aujourd'hui, on est dans un monde où ça peut aller très, très vite. Et d'ailleurs, il y a un Français qui est encore en prison là-bas, un Malaisien qui s'appelle Tom Félix. Pour les mêmes... Non, une histoire différente, mais c'est pareil, ils font traîner, ça fait 3 ans qu'il est là-bas.
Mais comment tu l'as vécu, justement, cette expérience? Zach, tu as toujours été le gars qui a évité les problèmes dans ta jeunesse, l'école, le boulot, l'événementiel, le théâtre, etc. Et de vivre un virage 360 degrés, une expérience aussi violente euh, dans ta vie. Bah, en fait, moi, j'ai évité les problèmes quand j'étais petit parce que j'avais peur. J'ai toujours eu peur, moi. Moi, je me rappelle, tu te rappelles quand on prenait le 13-7 avant, ben moi, je le prenais pas parce que j'avais pas de ticket. Et personne prenait les tickets. Mais pas de ticket. Mais moi, j'avais peur. Et Un arrêt. Un arrêt. Un arrêt, je disais non. Mais je disais pas non, Zahma, je suis honnête. Non, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Et c'est délicat de grandir à la cité en ayant peur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu de la chance, j'étais bien entouré. Tu vois? Mais moi, j'ai longtemps eu peur. J'ai évité les problèmes par ma peur. C'est ça qui m'a quelque part un peu sauvé de certaines galères. Évité beaucoup de galères. Tu vois, ça m'a évité des galères parce que j'avais peur. Donc j'ai évité les problèmes par peur. Et arrivé à un certain âge, tu conscientises, t'es adulte, t'as moins peur. Tu vois. Et puis, je te dis franchement, t'as tes enfants, ta femme, ta belle-mère, t'es stressé, t'es à l'aéroport. Franchement, il est immense. Il y a des ordinateurs partout. Moi, je suis, tu vois, donc c'est parti très très vite. Très 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 vite en fait. Ça s'est emballé. Ouais. Et après, il y a un côté, tu connais. Après, c'est un côté GIB, je vais pas te mentir. Ouais, il y a eu un côté GIB. Parce que la meuf, en fait, je veux récupérer la valise et elle me dit non, c'est impossible. Je dis arrête, c'est impossible. Vas-y. Et là, c'est le côté GIB. Ouais, c'est pas impossible, c'est impossible de rien du tout. Impossible. Je te dis, il y a une bombe dans le bagage, tu me le rends. Dis pas c'est impossible. Non, tu dis pas ça, en fait. Tu dis pas ça. En Malaisie, en plus. Ouais, en Malaisie, en étant un arabe avec une petite beubare. Dis pas ça du tout. Donc, total. Ouais, là, elle a le beat. Tu parlais du beat. Ouais. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Sacrée expérience. Et mais vraiment que tu tournes aussi de manière humoristique ce passage de ta vie, incroyable. Incroyable. Bah, si tu veux savoir, en cellule, j'y pensais. En cellule, bah, je me disais, je vais bien sortir un jour. Et j'ai besoin d'avoir un gros sketch. Non, je vais jamais marcher, en fait. C'est bon, tu parles de politique, frérot, les gens, ils en ont rien à foutre. Je te casse la tête à écrire des... moi, j'ai écrit des vrais... les stand-uppers, ils venaient me voir. Moi, je suis coté avec les stand-uppers. Ils me disent, t'écris trop bien et tout. Moi, j'ai écrit des spectacles pour des gens et tout, tu vois. Mais, j'ai jamais eu de succès, moi. J'ai jamais eu de succès. Et je me dis, mais attends, vas-y, c'est bon. Il faut que je marche un peu, tu vois. Et à ton avis, pourquoi on te dit que t'écris trop bien? Parce que le niveau de stand-upper, c'est... Mais parce que j'ai ce truc là où j'arrive à trouver des angles intéressants, tu vois. Je te donne un exemple d'angle. À un moment, j'avais une blague et c'est totalement un angle. Et une fois que tu as un angle, tu peux faire 3 minutes dedans et ramener les gens et les faire tuer de rire. Et le plus difficile à trouver dans le stand-up, c'est l'angle, d'avoir un regard différent. Par exemple, à l'époque, c'était en 2000 c'était quand les dernières élections? C'était en 2022. Et je disais, ouais, c'est bientôt les élections. Et ils ont dit, il faut qu'on vote pour le candidat qui nous ressemble le plus. Et moi, je me suis dit, je vais voter pour Zemmour. Bah ouais. T'as capté? Ouais. C'est un arabe. Ouais. Tu vois? C'est un arabe, Zemmour. Les gens morts de rire. Tu vois? Et là, t'as un angle. Et t'y vas. C'est ça un angle. Tu vois? Et donc, quand t'arrives à écrire dans cette direction-là, t'arrives à trouver plein d'idées. Et là, c'est intéressant. Tu vois? Mais moi, j'écrivais ça. Mais la politique, c'est bien, je pense, quand t'es connu, en fait. Tu disais que t'étais auteur aussi pour certains humoristes. Ça consiste en quoi? Bah, ça consiste en pool, tu vois, on se réunit et l'idée, c'est d'essayer de trouver des sketchs, des blagues sur des sketchs déjà existants pour les grossir ou les créer et à la fin faire le spectacle. Développer ça. Ouais. Et justement, je reviens à la question. Ça vient d'où alors? Donc, la vie de tous les jours, vie de famille, en allant, je sais pas, prendre les transports. L'écriture, ouais. Pour moi. L'idée. L'idée. Ouais. Moi, si tu parles beaucoup de politique, tu vas beaucoup lire. Tu vas énormément lire. Tu vas essayer de te renseigner sur un maximum de sujets. Tu vois. Et c'est ça qui va te nourrir. Et tu vas regarder du stand-up aussi. Moi, je regarde beaucoup des Américains. Parce qu'ils ont une manière et une finesse de parler qui est hyper intéressante. Donc tout ça, ça va t'abreuver. Et après, tu vas forcément ramener ça à toi, à ton expérience de vie, et aussi à ta condition sociale. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité.
Il y a qui nous sommes dans ce milieu-là, dans cette société-là. Tu vois? Donc tu fais souvent le rapprochement par rapport à ça. D'accord. Et où tu places la frontière entre le plagiat et, comment on peut dire ça? L'inspiration. Bah, c'est simple. Le plagiat, c'est reprendre la phrase. Ouais. Et l'inspiration, c'est t'inspirer d'une idée. Ça, c'est la définition. Mais comment toi tu le vois? Parce que souvent, on voit que certains humoristes se pompent des vannes ou des attitudes, Ouais, après. notamment avec les États-Unis. Ils pensent vraiment qu'on n'a pas de fenêtre sur les États-Unis, mais c'est sacrément. Ouais, bah il y a eu culotté, Copy des fois. Comique. Il y a Oui, eu Copy Comique oui. qui a dénoncé. D'ailleurs, il n'y a plus, je crois. Hein. Enfin, je sais pas, mais. Non, maintenant que la voix est cramée. Et depuis, il n'y a plus trop de personnes qui percent, j'ai remarqué. Ouais. Donc. Certains humoristes sont redevenus acteurs. C'est ça, exactement. Le marsupilami, merde. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, écoute, moi, j'ai pas de. Je sais pas, pour moi, un mec qui copie, c'est un mec où tu retrouves la même vanne, quoi. Tu vois? Un mec qui s'inspire, c'est un mec qui va parler d'un sujet, et toi, tu vas trouver le sujet intéressant, mais tu vas le dire avec un autre angle de vue, tu vois? Ouais. Avec une autre manière de regarder les choses. Je pense, après. Et l'IA dans tout ça. Ah ouais, l'IA, bah, on va mourir. Ça y est, ça y est, c'est fini avec l'IA. Parce que c'est incroyable. C'est compliqué. Hein. Ouais. Franchement, l'IA, c'est compliqué. J'ai vu dernièrement une IA qui donnait carrément des conseils pour un humoriste, enfin, pour faire des blagues, des tons, enfin le ton employé, l'accent. Et c'est des bonnes idées? Non, c'était pas terrible. Ouais, voilà, je crois que c'est pas. Enfin, l'IA doit être blanc. Ouais, c'était. Non, mais c'est vrai, les robots, ils sont drôles. Mais ce que je veux dire, c'est que. Est-ce que tu le vois aussi tu sens un petit peu ça ou Tu sens, ouais. sur la correction ou. Ouais, sur. Peut-être sur. Peut-être sur les angles, ouais, ça peut être intéressant. Moi, des fois, je lui ai déjà demandé, hein, mais c'est naze. Ouais, ça prend pas. Aujourd'hui, c'est naze, mais je pense que demain, ça va exploser parce qu'on est au tout début de l'IA. Là. C'est comme les débuts d'Internet à l'époque de Wanadu. Je pense que dans 5 ans, on va dire ah, ChatGPT, on va faire des blagues sur ça. Ah oui, parce qu'il y a l'IA qui existe dans la composition musicale. Ouais. Ah ouais, bah alors là, très, par très contre, fort. ça a explosé. Ouais, très là, fort. Là, on est d'accord que. Il y a les bouquins, les livres. Ouais. Il y a carrément des romans qui ont été écrits par des IA et qui sont vendus ouais. Ça cartonne. Sur Amazon et compagnie. Ça cartonne. Ah ouais. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ah ouais. Et donc, moi, je pense dans les tableaux, ça a été fait aussi. Les tableaux de peinture? Ouais. Tableaux et tout. Ouais, c'est pas un mais c'est un tableau numérique, tu vois. Ah ouais, bah c'est fini en fait. Des photos, des trucs. Ouais, c'est fini. Donc, je me dis, ouais, dans l'humour, ça va. Ouais, ça va arriver. Après, il n'y a rien qui remplacera la scène. Donc, je pense qu'on fera plus de scènes. Tu vois? Une IA, elle peut pas venir sur scène et faire des blagues. Les gens, ils vont pas adhérer. Tu vois? Il n'y a rien qui remplacera la scène. Mais par contre, peut-être des spectacles à la télé ou quoi. Et encore. Je sais pas, parce qu'à partir du moment où l'être humain il est présent, c'est encore différent. Regarde, là, le bouquin, l'être humain il n'est pas présent, et la musique, l'être humain il n'est pas présent. C'est pour ça aussi que ça n'a pas remplacé les humoristes. Le spectacle vivant. Tu vois, les spectacles vivants. Mais là, ils arrivent à faire des acteurs, là, ils ont fait avec les films, là, je sais pas si tu as vu Véro 3, je sais pas quoi. Ouais. Donc ils font des acteurs maintenant. Ouais, non, mais Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Ils font des jeux vidéo aussi, je sais pas si tu as vu maintenant. En 5 minutes, tu fais un jeu vidéo. Ça va être, voilà, ça va être un bouleversement, je pense. Si là, ça va être compliqué. On a parlé un peu de comment tu constitues un peu ton spectacle. Est-ce que tu as une habitude, quelque chose avant de monter sur scène? Comment tu gères ce stress-là? Parce que c'est quoi la plus grosse scène? La plus grosse scène que j'ai faite? Ouais. Combien de personnes? La première partie? Non, j'ai fait dans le cadre comme un gala. J'ai fait au Théâtre du Châtelet, il y avait 2000 personnes. Voilà. Comment ça se gère, ça? Franchement... Est-ce que, justement, jouer face à 4-5 personnes et jouer face à 2000 personnes, pour toi, c'est la même? En fait, c'est pas une question... dans ma perspective à moi, c'est une question d'enjeu. En fait, moi, je peux avoir la pression sur des sujets hyper bidons. Tu vois? Si je sais qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, d'important qui est là... c'est pour ça que moi, par exemple, ma famille, je veux pas forcément qu'ils viennent me voir. Parce que ça va me mettre une pression. Mais il peut y avoir 4000 personnes.
Du moment que je les connais pas, j'en ai rien à foutre. D'accord. Tu vois, je viens, je m'amuse, on s'éclate et je me barre. Face à des inconnus, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, c'est plus lié à ça. Il peut y avoir 10 personnes dans la salle, s'il y en a 5 qui me connaissent et que il y a une personne importante qui peut faire jouer quelque chose ou quoi, moi, ça, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais réussi là-dedans. Et vraiment, hein, j'ai vécu des moments, j'ai bossé avec certains artistes qui ont essayé de me pousser à certains moments, me mettre en avant. Ça marchait pas. Et ça t'est déjà arrivé de raconter une anecdote ou de rebondir sur quelqu'un qui est présent? C'est une histoire vécue. Une histoire vécue? Ouais. Ouais. Je veux que je te raconte un truc. J'en ai marre, on raconte toujours les mêmes histoires de cœur. Ça me saoule. Mes frères, c'est ce qu'on a vécu. Ouais, je peux te raconter. Un jour, vas-y, je la raconte. Un jour, j'étais à Épinay. Je rentrais d'une scène. Et j'étais en scooter. Et je me fais arrêter. Il était 2h du matin. Et je me fais arrêter à Épinay par la police. Et le scooter, il a été repeint. Et ça, dans la carte grise, ils voient l'ancienne couleur. Et donc, eux, ils ont des doutes. Ils disent, s'il a été repeint, peut-être qu'il est volé. Le monsieur, il a un scooter volé entre les mains. On va aller au poste. Et moi, 2h30 du matin, le lendemain, je dois déposer mon fils à l'école à 7h. Mais tu peux rien dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils me font monter dans la voiture. Eux, ils prennent le scooter. Et t'as un des policiers qui monte dans le scooter. Ils commencent à faire des roues. Ils font des courses-poursuites. Ils mettent du rap à fond. Des Kaira, les mecs. D'accord? Et ils jouent à Mario Kart. Et moi, je suis derrière dans la voiture. Et moi, je parle pas. Je parle pas parce que si je parle, ça va servir à rien, ça va créer des problèmes. Mais le mec, il fait des roues, genre limite, il touche l'arrière du scooter, tu vois, et l'autre, il rigole, il met le gyrophare, il s'éclate. Pendant 5-10 minutes, il s'éclate. On arrive au commissariat, ils me gardent pendant une demi-heure, 1 heure, ils font des vérifications, il n'y a rien. Ben voilà. Ils me rendent le scooter, je m'en vais. Et un jour, je suis au Paname Art Café, et c'est moi le MC de la soirée. Et donc, je commence à discuter. Quand tu es MC, tu parles un peu avec les gens, tu essaies de faire connaissance, tu les mets à l'aise et tout. Et je parle avec les gens, il y avait des gens au premier rang, un couple. Je leur dis, bonjour et tout, ça va, vous êtes ensemble depuis longtemps et tout. Ouais, je vous faites quoi dans la vie et tout. Et il dit, moi, je suis policier, CRS. Et vous, madame, ouais, moi aussi. Mais vous faites ça où et tout? À Épinay-sur-Seine. Ah, je connais, madame. C'est pas vous, vous aviez la voiture, vous étiez en train de rouler. Et là, elle devient tout rouge. Et je ressors toute l'histoire. Je dis, attends que vous connaissez pas, je vous remets un peu le contexte. Et je ressors l'histoire avec quelques vannes. La meuf, elle était comme ça. Elle faisait partie du... Ouais, elle était là, elle était totalement dans l'équipage. Elle me souvient très très bien, elle était à côté de moi. Mais elle ne se souvenait pas tant. Elle se souvenait pas de moi. Sauf quand j'ai commencé à... Ouais, exactement. C'est les mêmes. Et ce moment-là, j'ai assez jubilé parce qu'elle était hyper mal à l'aise avec son mec à côté. Donc voilà un peu une anecdote sur ça. L'image de la police. Alors c'est pas vraiment l'image de la police, on va pas mettre tout le monde dans le sac. Mais voilà, une image qui existe. C'est parti. Qui est réelle. Ah, purée. Donc comment tu gères ce stress-là? On y revient. Donc moi, comme je te disais, le stress, il est en fonction de la pression. Moi, si j'ai pas de pression, j'ai pas de stress. T'as pas de truc... Non. Ah non, j'ai pas de genre de spirituel. J'embrasse pas un talisman. Il n'y a pas Machu Picchu, je sais pas quoi. Non. Non, vraiment, j'y vais en détente. En fait, plus je suis détendu, moins c'est grave et mieux ça va être. Parce qu'à la finale, c'est juste un mec qui passe un bon moment avec d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il soit 4000, 10 000 ou qu'on soit 10, à la finale, c'est un mec qui passe un bon moment avec d'autres personnes. Et si tu as cette mentalité-là, et en fait, c'est juste la genèse de la raison pour laquelle tu as voulu faire ce métier. Juste passer un bon moment avec les gens. Donc, si j'arrive à avoir cette mentalité-là avant de monter sur scène, en général, ça se passe super bien. Par contre, si je rentre sur autre chose, je commence à trop réfléchir et tout, soit je vais bafouiller, soit je vais parler trop vite, soit je vais être moins drôle, soit... Tu vois, donc je vais pas être comme naturel. Et ça va, tu as toujours été naturel ou bien tu as déjà pris le boulard, pris un peu la grosse tête une certaine période, je sais pas, ça a hypé pour toi Non, alors le boulard, je pense pas parce que y a vraiment pas de quoi.
me prendre pour le coup, frère. Il y a vraiment non, mais des fois, voilà, faire une Ouais. scène après 2000 personnes, ouais, ça y est, Non, en fait, non, enfin, on a pété. Et... ouais, non, Dieu merci, j'ai pas vécu ça, tu vois. Et non, j'ai pas envie de dire ça, mais demain, ça arrive. Mais, hein? Demain, ça arrive. Zach, number one. Bah, tu sais pas comment tu réagis. Forcément, en fait, une chose est Non, mais il y en a sûre. certains qui te disent, moi, je sais que je vais glisser dans la starification, tu vois. Je vais me prendre pour je sais pas qui. Alors, ce métier-là, il te change. Ça, c'est une certitude. Ce métier-là te change. Ouais. À quelle hauteur il te change? Mais il te change. Ça sera à ta hauteur. Ça, en fait, ça dépend aussi de ton cheminement dans ce métier. Ouais. Moi, je connais des gens, ils ont percé par vengeance. C'est tellement dur. Ouais. C'est tellement dur ce que je t'ai raconté tout à l'heure sur le fait de manger la pluie. Mais quand je t'ai dit, genre, tous les jours, cette difficulté de faire rire 2 personnes, de rentrer chez toi, tu as 4 euros dans tes poches. Des années. Que quand ils percent, ils ont une rage. Tu vois? Ils ont une rage, ils prennent tout, ils se vengent. Tu vois? Et moi, j'ai un peu changé. Ils sont sur la reproduction. Ils reproduisent toutes les méchancetés, toutes les... Je sais pas si... Après, oui, après, c'est délicat, mais forcément, c'est pas sain. C'est clairement pas sain. Mais le regard change aussi quand t'as... tout change. Tout change. Tout change. Bah, tu deviens quelqu'un d'autre. Ouais. Tu deviens quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai changé mon braquet là-dessus. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé ce métier, inconsciemment, bah, tu as envie de percer. C'est naturel. Tu as envie de percer. Mais moi, j'ai fréquenté des stars. J'ai travaillé avec eux. Donc, j'étais avec eux au quotidien. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que cette vie-là ne m'intéressait pas. Tu vois, j'ai pas envie d'être une star. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est pouvoir vivre de mon métier, produire, faire des choses, des bonnes choses, être une valeur ajoutée dans cet art-là, si je peux, tu vois. Mais je veux pas être une star. Donc c'est vrai que j'ai changé mon braquet, parce que quand tu commences dans ce métier-là, tu sais pas réellement ce que tu veux juste percer. Tu veux percer. Et quand tu vois les sacrifices qu'il faut faire pour percer, la difficulté que c'est, et en plus que tu deviens après, c'est-à-dire que foncièrement, je te le dis sincèrement, que c'est très difficile d'être un très très bon être humain quand tu as percé. C'est très difficile. C'est très 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 difficile. C'est humainement très compliqué. Tu es tellement surexposé, on te met tellement en avant, tu as tellement galéré pour y arriver que tu te sens légitime de tout en fait. Tu vois? Et donc tu perds la vision. C'est dans tous les domaines, sportif, artistique, n'importe. Il faut qu'on te... T'as peut-être plus les pieds sur terre et on va dire. Tu vois flou. Ouais, tu vois flou et personne n'ose te dire non. Celui qui te dit non, alors après. Ah non. Là, je comprends. Et c'est quoi l'entourage d'un humoriste, on va dire d'un comédien ou humoriste, etc. Bah, je pense qu'il traîne beaucoup avec d'autres humoristes. Ouais. Pour écrire, pour se stimuler aussi, pour parler de certains sujets. Je pense que c'est important. De plus la version accompagnement professionnel. Professionnel. Manager, producteur, agent. C'est pas aussi cadré que la musique. D'accord. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'agent. Il peut y avoir des producteurs. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur la partie discrimination. On peut en parler 2 minutes, si tu veux. Non, mais je t'en prie. Moi, il n'y a pas de problème. Non, mais parce que c'est un sujet qui est... c'est une réalité aujourd'hui. Moi, j'essaie de fonctionner à travers des constats. C'est vrai que il n'y a pas d'objectivité. Je parle forcément, ce que je dis, c'est subjectif. C'est né d'une expérience et de ce que j'ai vu. Donc tout ce que je vais dire n'est forcément pas bon à 100%. Mais aujourd'hui, la réalité concrète, c'est qu'il y a beaucoup de blancs qui sont produits et très peu d'arabes et de noirs dans ce milieu-là. C'est-à-dire que le cheminement classique, il est très peu emprunté par les arabes et les noirs parce que il y a une volonté de la part des producteurs de mettre en avant une certaine catégorie de personnes. C'est comme ça. Et voilà, tu vois juste le succès de Redouane Bougueraba, il a mis 17 ans à percer, Redouane, et son succès, il est venu d'Instagram. D'accord. Tu comprends? Donc après, il y en a quand même. Il y a des Arabes qui arrivent, il y a Bouder, Nawel Madani, il y en a, tu vois. Mais la proportion, notamment avec la nouvelle génération, elle est extrêmement faible. Aujourd'hui, il y a quand même une réorientation qui est faite par rapport à ça. Mais après, voilà, ce que je dis, c'est subjectif et ça n'appartient qu'à moi. C'est une interprétation
elle vaut ce qu'elle vaut. Je sais même pas si ce que je dis est 100% vrai, tu vois. Et il y a aussi un turnover. Comment dire, on entend, il y a un buzz qui arrive sur un artiste, et 6 mois, un an plus tard, il disparaît. Bah, ça, c'est par rapport au travail. Ouais, c'est uniquement le travail. C'est les talents qui. Ouais. Pas le talent, le travail. On peut avoir fait le tour de son talent. Enfin, ce petit plafond de verre, il y a un spectacle, un truc qui a bien marché une fois, mais derrière, d'essayer de rebondir sur le deuxième, troisième. Ouais, mais pourquoi un mec comme Gad Elmaleh, il a réussi à faire 40 ans de carrière, et s'il l'a fait, c'est que c'est possible. Non, tu parles d'un. Ouais, mais d'accord. Mais si lui, il l'a fait, c'est que c'est pas un ovni, c'est un être humain. C'est juste que c'est très difficile. C'est très, très difficile de garder le cap dans ce domaine-là, parce que pour arriver à un gros niveau de vanne, c'est une galère. Donc une fois que tu l'as eu, pour le renouveler, il faut aller rechercher de l'énergie. Voilà, ça se joue au mental aussi, tu vois. C'est là où c'est très difficile. Un petit mot sur Gad Elmaleh, tu l'as rencontré, tu as travaillé avec lui. Ouais, alors j'ai travaillé avec lui, c'est un grand mot. J'ai tourné dans son film je sais plus comment, Reste un peu, je crois. Ouais, ça reste un peu. Et après, je faisais quelques-unes de ses premières parties. Donc on se connaît, oui, on se connaît un petit peu. C'est un mec hyper sympa. C'est vraiment quelqu'un de gentil. C'est talentueux. Ouais, c'est le talent incarné. Ouais. Oui, il est très très doué, il est passionné. C'est un stand-upper dans l'âme, et il a réussi à faire ce que beaucoup de gens de sa génération n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire qu'à une période, lui, il a réussi à percer, à une période où la mode, c'était le one-man show. Il n'y avait pas de stand-up. Le stand-up, c'est venu bien après. Et tous les gens de sa génération sont morts aujourd'hui, entre guillemets, artistiquement, parce qu'ils n'ont pas fait la bascule. Ils n'ont pas fait de stand-up. Et Gad, à un moment donné, il s'est dit, ok, je vais faire du stand-up. Donc, artistiquement, il s'est réorienté. Ça demande une grosse force intérieure pour faire ça. Et donc, petit à petit, il a délaissé le one-man show pour passer au stand-up. Et ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Mais là, sur comment dire, la conception de ce nouveau spectacle, ce que j'ai vu, c'est qu'il est reparti dans les bas-fonds pour le tester. Ah, il fait tout le temps ça. Ouais. C'est incroyable. Il fait tout le temps ça. C'est à l'américaine. Tu vas aux États-Unis, tous les gros stand-uppers, les mecs, ils volent en jet privé, tout ce que tu veux, mais ils sont dans les caves devant 50 personnes pour tester. C'est juste qu'en France, on n'a pas l'habitude, parce qu'on a la culture du star system, de la réussite. Voilà. Il faut qu'il joue devant 3000, il faut qu'il joue. Non. Gad, des fois, il joue devant 3000, après, il vient dans une salle de 50. Parce qu'il aime tellement ça qu'il se sent bien. Il est en chicha, carrément. Ouais, il a déjà fait en chicha. Ah, ça n'a pas été un bon jour. Hein. C'est vrai. C'était le jour où il y avait Algérie-Cameroun. Et le Cameroun a éliminé l'Algérie, je crois, à la dernière minute. Il était sur scène à ce moment-là. Et il y avait les écrans qui diffusaient le match. Donc très vite, on a arrêté de l'écouter. Ouais. C'était délicat. Ouais, tu peux être Gad Elmaleh. Ah ouais, ouais, tahia, frère. Tu peux être Gad Elmaleh, je ne t'écoute pas. Le total. Ok, pas mal. Non, moi, j'aime bien son côté, sa marocanité déjà. Ouais, c'est vrai qu'il est très très fier d'être marocain, et il véhicule une très belle image du Maroc. Exactement. Justement, tu te faisais un petit comparatif des humoristes. Est-ce que tu sais comment dire, les qualifier ou pas sans les rentrer dans des boîtes, mais quelle tendance aujourd'hui, on est sur quelle tendance humoristique? Aujourd'hui, c'est super dur de réussir à mettre des mots sur les styles d'humour, parce que... Mais est-ce qu'il y a une mode? Justement. Alors, il y a une mode... il y a une petite mode en ce moment. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font monter des gens sur scène pour essayer de leur trouver des couples. Tu vois, il y a Nordine Gonzo, par exemple, qui fait Dr Love, c'est la deuxième année de suite qu'il le fait. Ouais. Il y a Myriam Benoît aussi qui le fait. C'est ça. Tu vois. Et donc c'est une petite mode qui s'est développée, et en fait ça permet surtout... Qui est célibataire. Voilà. Mais en fait ça permet, si tu veux, c'est un peu un subterfuge, parce que ça permet beaucoup d'avoir de la matière de contenu. Parce que ces artistes-là, ils remplissent essentiellement grâce à leur production sur Instagram, et ils peuvent pas mettre leur spectacle sur Instagram. Et au lieu de faire de l'impro classique, ils ont trouvé ça pour avoir du contenu, parce qu'il y a toujours des histoires originales, des trucs originaux et tout qui se passent, et donc ça les met sur Internet. Mais aujourd'hui,
C'est comme Mustapha Latrassi quand il parle d'anecdotes à la fin de son spectacle. Quand il demande aux Ouais, personnes. mais c'est un peu différent parce qu'il ne fait pas monter les gens sur scène. Non, il leur parle comme ça et il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire, c'est vrai. Il y a toujours un truc. Et elle finit sur TikTok. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, l'humour, il change. Il change tout le temps. C'est ça qui est dingue. Ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'un mec comme Paul Mirabel, qui s'est fait connaître il y a peut-être 4 ans, il s'est fait connaître grâce au festival du Montreux en Suisse. Ouais. Sa vidéo, elle a fait 32 millions de vues, ça a été un buzz, et il a réussi comme ça. Donc à un moment, tout le monde a dit, il faut faire le Montreux pour percer. Faut faire le Montreux, d'accord? Il y en a beaucoup qui ont percé là-bas. Bah, pas tant que ça, en fait. Ah ouais? Bah, par Paul, il y a Jimo, peut-être. Jimo, Paul, c'est tout, tu vois. Et après, il y a eu le Marrakech du Rire. Marrakech du Rire, par contre, ça a été une vraie vitrine pour beaucoup d'humoristes. Ahmed Silla a percé grâce au Marrakech du Rire. Alban Ivanov. Et le dernier, c'est Ilyes Djadel. Tu vois. Et après, donc là, il n'y a plus de Marrakech du Rire. Donc c'est fini. Donc le Montreux, ça marche plus. Le Marrakech du Rire, c'est fini. Aujourd'hui, les gens qui veulent percer, c'est uniquement à travers leur propre contenu. Leur propre contenu. Il n'y a que ça qui les fait percer. Parce qu'il y a une émission qui s'appelle Comedy Class sur Prime Video. Mais même les mecs qui ont réussi à gagner et tout, ils sont pas percés, quoi. Pas plus que ça, quoi. Tu vois. Donc le vrai perçage, il vient du charbon, en fait. Et à l'époque, le Comedy Club qui... Et à l'époque, le Comedy Club, c'était à travers le Marrakech du Rire. Parce qu'il n'y a personne qui perçait avec le... Tu vois. C'est lui qui était très fort au Comedy Club, il était invité au Marrakech du Rire. C'était ça l'idée. On va zoomer sur Villeneuve. Ouais. Pour toi, est-ce qu'il y a du talent, artistiquement parlant? Ouais, il y a du talent. Bah oui, il y a du talent à Villeneuve. Il y a beaucoup de talent. talent. Qui t'ont surpris, que ça soit musicalement, musicalement, théâtre. Il y a des mecs qui ont percé déjà à Villeneuve en termes de musique. Il y a une grosse scène musicale, non? Il y a Heus, il y a Gizmo, il y a qui d'autre? Je sais pas, moi je connais que. Mais ouais, je pense qu'il y a une bonne scène musicale à Villeneuve. Après, au niveau de l'humour, il y a Mohamedou. Ouais. Mohamedou qui est très très bon. Ouais, il est excellent sur scène. Il est excellent. Vraiment très très bon. Ouais. Et beaucoup d'anecdotes sur Villeneuve. Ah ouais? Ok. Ouais, j'ai vu certains de ses passages. C'est vraiment très très long. Je pense qu'il va aller loin. En tout cas, je lui souhaite d'aller le plus loin possible. Il le mérite. Mais à part nous deux, il n'y a personne à Villeneuve qui fait de l'humour. Et t'as joué aussi à Villeneuve? Ouais, on joue régulièrement. On fait un festival en fait. Ouais. On fait un festival d'humour à Villeneuve. On essaye de ramener un maximum les talents de France pour faire rayonner un peu la ville, tu vois. Et cette année, on a eu Paul Mirabel, Nordine Gonzo, on a eu Amy aussi, on a eu du beau monde. Hein. L'année d'avant, on a eu Nino Arial. C'est tous les ans? C'est tous les ans, enfin ouais, on essaie de le faire tous les ans. Donc toi, tu montes sur scène ou t'es... Moi, je suis plus MC. D'accord. Tu vois, je suis plus présentateur. Donc, mais ouais, c'est un bel événement. On a réussi à construire quelque chose de beau et on espère qu'on arrivera à le faire le plus longtemps possible. C'est parfait. Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui et qu'est-ce qui te fait ne pas lâcher? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question parce que, en fait, c'est un milieu où, quand c'est difficile, le poids des années, il peut t'user. Tu vois. Mais en réalité, si tu es un vrai passionné, quand tu montes sur scène, tu n'as jamais envie de ressortir. Tu vois, moi, des fois, j'ai envie d'arrêter parce que ça devient très difficile. En plus, avec la responsabilité des enfants, tu as beaucoup de choses. Tu vois, tu as des projets que tu as mis de côté pour ce projet-là et tu vois que ça avance pas. Donc, c'est très compliqué, tu vois, pour l'ego, pour plein de choses. Et puis, même le rapport à l'échec, il est difficile. Des fois, tu n'as pas envie de te dire j'ai raté, tu vois. Et donc, des fois, tu as envie d'arrêter, mais la scène, elle me manque. Moi, au bout d'une semaine sans jouer, 2 semaines, je deviens fou. Vraiment, vraiment, j'ai besoin. C'est viscéral, tu vois. Donc, je pense que même si un jour, par exemple, le spectacle que je fais aujourd'hui, je me souhaite qu'il aille le plus haut possible, tu vois, parce que je trouve que c'est quand même une belle histoire à raconter et qu'il y a du potentiel. Après, c'est à toi d'en parler éventuellement, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à développer dessus. Mais si j'y arrive pas, je pense que je continuerai à jouer, ne serait-ce que pour le plaisir, tu vois. Je continuerai à faire un autre métier, mais je jouerai pour le plaisir. C'est vrai que c'était un sacré bon spectacle. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Et ça m'a fait grave plaisir de te voir. Ça m'avait surpris de te voir. C'était fluide et j'ai tapé des barres. Et justement, par rapport à ton spectacle, où est-ce qu'on peut te voir? Alors, on peut me voir au Théâtre Le Lieu, un vendredi sur 2 à 21h30. Le Théâtre Le Lieu. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé en Malaisie, en prison,
Ça se passe au théâtre Le Lieu, sur la caméra, ça va. Au théâtre Le Lieu à 21h30, un vendredi sur deux. Il faut venir. Je vous invite vraiment à aller voir son spectacle. C'est du très très lourd. Merci beaucoup, Rachid. Ça me fait plaisir. En tout cas, merci Zach. Merci beaucoup, Rachid, pour ce moment. L'interview touche à sa fin. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. C'était un excellent moment. Merci beaucoup, Rachid. Merci de t'être prêté à l'exercice. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était bon délire. Surtout qu'on est que tous les deux dans ce studio. Et ça, c'est cool. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie. Merci, mon frère. Toi aussi. Dans l'humour, dans ce business aussi. Merci beaucoup. Et j'espère vraiment que ça va bien marcher pour toi. Merci, mon frère. Merci Zach. À très bientôt, Rachid. Allez, à plus. Merci, ciao. Ciao.